Merci beaucoup, Somaya. Des contrôles auront lieu pour s'assurer de hausses de prix raisonnables à la pompe, a dit Monsieur Lescure. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, que certains pompistes et certaines grandes surfaces ont déjà augmenté de 6 ou 8 centimes, entre 6 et 10 centimes, alors que cette essence-là était achetée avant. Bien. Alors si c'est vrai, c'est le marché noir, on est en 40. Quoi. C'est vraiment, comment ça s'appelait? C'est au bon beurre. C'est exactement ça. C'est exactement au bon beurre. À chaque fois qu'il y a une guerre. Ce qui a terrible avec Alors, les pompistes, c'est déjà quelque chose. Les grandes surfaces, si elles ont fait ça, les grandes surfaces. C'est honteux. C'est honteux. Mais il y a quelque chose de terrible dans la communication du gouvernement. Hier, Roland Lescure a tenu une petite conférence de presse. Il dit il n'y aura pas de pénurie. Et en fait, les gens entendent il y aura une pénurie. C'est ça qui est terrible. Parce que le seul mot qu'on retient, c'est pénurie. Donc les gens vont faire la queue dans les stations-service. Je vous jure, c'est vraiment contre-productif. Parfois, tu te dis, mais à ce niveau de nullité de communication, effectivement, quand M. Lescure vient dire il n'y a pas de pénurie, on n'entend que pénurie, tout le monde le sait. La dénégation, c'est ce qu'il y a de pire. C'est si tu dis je ne suis pas un voleur, tu entends qu'une chose, c'est le mot voleur. Évidemment, il ne faut jamais faire de dénégation. Je ne suis pas un voleur. Bon, on va écouter le président Macron. Alors, il y a vous m'avez rappelé quelque chose à la pause que je ne savais pas. Il y a une lampe derrière. Alors, notre excellent confrère de La Voix du Nord, Julien Lécuyer, a fait remarquer c'était une lampe qui avait été offerte par le RC Lens, le Racing Club de Lens, en hommage aux mineurs de fond. Parce que vous avez en été 2018. très dur. Vous avez dit c'est une chambre d'adolescent. Faut pas exagérer, c'est le décor d'une chambre. Mais j'avais une lampe de mineur sur ma table de nuit quand j'étais adolescent. Oui, mais bon, vous êtes un drôle d'adolescent dans l'ensemble. Vous êtes c'est sûr. Bon, je ne mens jamais. Il n'y avait pas de poster non plus de Jean-Pierre Papin derrière le président de la République. Faut pas exagérer. Écoutons, en revanche, le président de la République, en dehors du droit international, c'est le mot que j'ai retenu. Mais soyons sérieux. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple et aucun ne sera regretté. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Pourquoi dit-il qu'on ne peut pas tolérer que ce soit en dehors du droit international? Puisqu'il dit derrière qu'on ne regrettera pas les mollahs. Pour ménager tout le monde. Ouais, mais pourquoi il dit qu'on ne peut pas le tolérer? Il pourrait dire c'est en dehors du droit international, point à la limite. Mais pourquoi il dit on ne peut pas le tolérer? Parce qu'on a un fauteuil permanent au Conseil de sécurité déjà, donc ça nous oblige à faire une petite révérence. Mais tous les présidents diraient la même chose. Ce qui m'intéresse, par exemple, est-ce que Jacques Chirac aurait dit la même chose? Est-ce que François Mitterrand aurait dit la même chose? Il a dit approuver, c'est pas la même chose. C'est ça? C'est pas la même chose. Mais à votre avis, est-ce que ça, c'est classique ou est-ce qu'un autre président aurait dit autre chose? C'est un peu une chose de rhétorique. À l'instant précis, il en parlait, ça paraît un peu artificiel, surtout que la question est peu ou prou de savoir si on va effectivement apporter aux pays avec lesquels on a passé des accords de défense un soutien qui nous fera, d'une manière ou d'une autre, apparaître, en tout cas aux yeux des Iraniens, comme co-belligérants, surtout si on mène des actions défensives qui peuvent être considérées comme des actions offensives par les Iraniens. Bon, Général Pierremont, d'abord, il y a quelque chose qui est important de dire, c'est que le président Macron, c'est votre patron. C'est mon patron. Ah ben, c'est mon patron, c'est le patron de tous les militaires. Il a été élu au suffrage universel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est non, mais il n'y a pas de souci, mais je précise, c'est votre patron. Ah, c'est mon patron. Oui, je suis un général en deuxième section. C'est un statut un peu étonnant. Je suis tenu à un devoir de réserve qui limite ma parole, mais qui ne m'empêche pas de dire des choses. Voilà. Je suis là pour dire des choses. Et des choses pour répondre à la première question. On a fait du droit international un principe en France, parce qu'en réalité, si on n'a plus, c'est un peu la pagaille dans le monde, mais le droit international, le problème, c'est qu'il n'y a plus de structure pour le porter, donc on est un peu embêté. Non, mais le concept de guerre juste, je lisais hier Bernard-Henri Lévy, j'ai beaucoup aimé son papier dans Le Point. C'est un papier qui dit c'est une guerre juste. C'est le concept de Saint-Augustin qui dit que la guerre est juste, si ses intentions sont justes, et en gros, si on est attaqué, qu'on se défend légitimement. Bah oui. Et si on la pratique de manière juste. Bah oui. Et si vous me permettez d'analyser beaucoup de si. Sur la phrase en question dont vous parlez, il y a de la politique intérieure aussi dans cette phrase-là. Lorsqu'Emmanuel Macron dit ça, il essaye aussi, à mon avis, de soigner un peu sa gauche, parce que vous avez bien vu que la gauche, elle, dénonce cette opération. Et ça rappelle ce qu'avait dit Emmanuel Macron en parlant d'Israël. Rappelez-vous ce qu'il avait dit. On ne peut pas défendre la civilisation en semant la barbarie. Déjà, à l'époque, ces propos avaient suscité un tollé. Deuxième passage du président Macron, la guerre au Liban, le Hezbollah qui a frappé Israël. Écoutons le président de la République.
la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Là, ça a été assez peu commenté. Je trouve que c'est presque le plus important, mon général. C'est-à-dire qu'il explique à Israël que c'est une erreur stratégique. Je sais bien que le président de la République donne des leçons stratégiques à Israël. J'ai été étonné d'abord de ce passage et qu'il soit si peu commenté. Qu'en pensez-vous ? C'est probablement la position politique la plus dure vis-à-vis de la relation entre le Liban et Israël que porte la France. Et c'est effectivement celle-là qui est très particulière et qui ne nous fait pas beaucoup d'amis en Israël. Est-ce que c'est vraiment celle-là que souhaitent les Libanais ? Là, je ne connais pas assez la région pour le souligner, mais au moment où on lance une énième offensive pour les Israéliens, la dernière offensive, parce que c'est ça qu'ils souhaitent, dire que c'est condamnable et qu'il ne faut pas le faire, c'est une prise de position très ferme. Mais pourquoi, là encore, c'est ça que je comprends mal chez le président Macron. Il peut ne rien dire. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de dire cela quand on connaît la situation en Israël ? Parce que c'est quoi la situation en Israël ? Vous êtes dans Paris, vous êtes au Café de Flore et puis il y a une bombe. Et puis vous allez dans le 8e et puis il y a encore une bombe. Et puis vous allez dans le 16e, il y a encore une bombe. Vous allez voir les Français comment ils vont réagir à cela. Ils vont vouloir se défendre. Et vous avez un président de la République à quelques milliers de kilomètres qui dit « Israël ne devrait pas se défendre ». Je trouve ça étonnant et je ne comprends pas la motivation. Vincent Herouette. Alors, d'abord, Emmanuel Macron est le président de la République française. Il n'est pas le président d'Israël et il n'est pas non plus le chef de l'État libanais. Sauf que nous avons au Liban, non seulement des siècles d'amitié, une partie d'une population qui a la double nationalité, mais nous avons aussi des troupes qui, depuis près de 50 ans, sont déployées au sud Liban pour servir de force d'interposition, parce qu'Israël a multiplié les allers-retours au sud Liban pour essayer, auparavant c'était les milices palestiniennes, et ensuite ça a été les milices chiites, et maintenant c'est le Hezbollah qui est une milice chiite, d'accord ? Qui a noyauté l'État et qui est toute puissante au Liban. Le président Macron, en plus, est très frustré parce qu'il a tenté d'avoir une politique qui aide le Liban à se relever et qu'elle a totalement échoué. Pourquoi elle a échoué ? Parce que justement, le Hezbollah intimidait le reste de la classe politique et la rendait complètement impuissante. Donc il a un intérêt particulier à se porter aux côtés du Liban, Ben voilà, c'est clair. sachant qu'Israël, par ailleurs, Israël de son côté a de quoi répondre à ses ennemis et mène la politique qui défend ses propres intérêts et n'a pas besoin de nous, en fait, pour assurer sa sécurité. Et heureusement pour eux, d'ailleurs. Mon général. C'est pareil, c'est le même principe de la primauté, de la volonté de la primauté du droit international. On n'envahit pas un pays souverain. C'est vrai pour l'Iran. C'est une position de base, elle est escalée, mais ça fait vivre la diplomatie française. Bon, convenez qu'on peut avoir un rapport particulier, nous, Français, avec Israël. Bien sûr. C'est tout. Mais avec Et le qu'on a- Liban aussi. C'est entendu. Joshua Zarka était hier, je le disais, c'est l'ambassadeur d'Israël à Paris. Pas d'opération terrestre, point d'interrogation. La question lui était posée, écoutez sa réponse. Le président n'attaque pas Israël, il faut dire de façon très claire. Le président appelle Israël à ne pas de faire d'opération terrestre. Franchement, nous préférons nous-mêmes ne pas avoir à faire d'opération terrestre. C'est très simple. Le Hezbollah arrête de tirer, c'est terminé. Le Hezbollah a pris l'initiative, tire sur Israël, il a décidé de rentrer dans cette guerre. Nous répondons à ces tirs. Si le Hezbollah continue de tirer, nous serons obligés de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Bien sûr que nous préférons ne pas le faire. Mais il est clair que l'initiative de cette guerre, de cette confrontation, est celle du Hezbollah. Et donc c'est au Hezbollah, lui, de décider d'arrêter de tirer sur Israël. Nous n'allons pas nous laisser faire. Bah, on peut comprendre la position d'Israël. Non, mais Pour le non, moins, mais- si vous étiez israélien, combien et d'ailleurs 100% des Israéliens sont derrière Benjamin avez un- Netanyahu, ce qui n'est jamais arrivé. Y compris Voilà. ses opposants depuis le 7 octobre, ceux qui manifestent, etc., sont pour Benjamin Netanyahou sur ce point-là. Donc ça fait Vous avez l'unanimité pour Vous avez lui. un pays, Ce qui est assez l'Iran, rare. qui dit notre but, c'est de détruire Israël en personne et via nos alliés. Eh bien, Israël se défend contre l'Iran et contre ses alliés, qui s'appellent le Hezbollah
dans la Et région. là, Israël a 2 fronts à gérer en même temps. Ah oui, non, moi je vois pas où est le problème là. Donc Ça bouge d'ailleurs. Hein. Pour la première fois, on a vu l'État libanais qui a dénoncé le Hezbollah d'une manière qui était claire. Hein. Et le Hezbollah, toute la société qui est dressée contre lui en trouvant que sa démarche est suicidaire. Bon. Suicidaire. Vous avez lu sans doute le Financial Times, puisque Arrive. je crois que c'est le Financial Times qui a donné les explications de l'attaque et les Caméra coulisses vidéosurveillance. de l'attaque. Alors c'est absolument sidérant. C'est absolument différent. sidérant. Le Mossad, vous savez, le Mossad, c'est souvent... il y a une forme de mythologie qui s'attache au Mossad, parce qu'on imagine que c'est les services secrets du monde les plus efficaces Plus performant. et les plus performants, qui infiltrent, qui savent tout. Et Avec un très bon service de communication. vous semblez, je Mais non, décode la phrase on est que vous voulez extraordinaire, dire. On est très admiratif de ce qu'ils ont réussi à faire au Liban, comme samedi dernier. Oui. Et il faut bien voir aussi que c'est le service de renseignement qui a le plus su soigner son image. Oui. La DGSE a fait le bureau des légendes. C'est de bien. l'amateurisme à côté d'une véritable industrie. Bon, alors Le en tout Mossad- cas, Le Mossad a réussi à semer la paranoïa dans tous les pays arabes. C'est formidable. Bon, en tout cas, je voudrais qu'on voit le sujet d'Anaïs Baucher, parce que comment c'est vraiment les coulisses de l'attaque. Et c'est vrai que c'est absolument sidérant de voir les informations que détenait le Mossad sur le régime iranien. Voyez le sujet. C'est une information révélée par une enquête du Financial Times. L'attaque contre Ali Khamenei samedi dernier avait été méticuleusement préparée par les services de renseignement israéliens. Grâce aux caméras de surveillance disséminées dans la ville de Téhéran, presque toutes piratées depuis plusieurs années. Les données captées retransmises sur des serveurs en Israël étaient ensuite analysées, permettant d'établir une routine des hauts dignitaires iraniens, notamment celle du guide suprême Ali Khamenei, avec une caméra positionnée dans la rue Pasteur, à quelques mètres de sa résidence. En parallèle du dispositif global de surveillance des services de renseignement israéliens et américains, l'exploitation de ces vidéos a permis de déterminer qu'Ali Khamenei avait une réunion samedi dernier, une information confirmée par une source humaine. L'opération pour tuer le guide suprême est alors déclenchée. Samedi dans la matinée, Ali Khamenei et plusieurs hauts dignitaires iraniens sont tués par des avions israéliens dans une attaque ciblée qui ne dure que quelques instants. Bon, alors j'ai appris, c'est évidemment un détail, qu'il y avait une rue Pasteur à Un Téhéran. quartier. Tout un quartier. Oui. Mais vous savez, à Téhéran, on parlait français. Oui, j'entends bien. Non, mais on aurait pu imaginer que ces rues aient changé, parce que la rue Pasteur existait avant l'arrivée des Mollahs, j'imagine. Ah oui, c'est tout le quartier du bloc, c'est en plein cœur de Téhéran, c'est là où il y a tous les centres de pouvoir. Hein. Tout ça, évidemment, Ça s'appelle le quartier bon, Pasteur. c'est un détail. Alors, le guide suprême, il a été remplacé. Mais oui. Mais le guide suprême nouveau est mort. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc, ils ont fabriqué hier. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas la Sainte-Chapelle, mais il n'y a pas les fresques Vincent Herouette. de Michel-Ange, mais les Américains ont pulvérisé le bâtiment qui servait au Conseil, donc qui élisait, dont les 88 mollahs élisaient le guide suprême, et qui n'avait pas servi d'ailleurs depuis, qui n'avait pas fait d'élection depuis 27 ans. Une réunion tous les 27 ans, c'est quand même formidable, ça, on en rêve. Oui. Alors donc, il a été pulvérisé, mais trop tard, ils avaient eu le temps de voter, ils étaient au dépouillement. Et ils ont élu ils ont élu de nouveau Khamenei. Alors ça, c'est merveilleux. C'est donc Attendez, j'ai pas compris. le guide suprême actuel, qui a été élu hier, Oui, c'est mais le il est mort. fils du guide suprême. Oui, mais il est mort par Il avait 6 enfants. Alors c'est son deuxième fils qui a été choisi. Non, mais il y en a un qui est mort, on est d'accord. Celui qui est mort, c'est le guide suprême samedi. Oui, mais celui qui a été choisi hier. Et ils ont créé hier une théocratie héréditaire. Mais- Ils ont créé hier, chiite, ils ont créé hier une dynastie. Et je croyais que le nouveau même avait été bombardé et celui qui avait été choisi avait été mort. Déjà. Oui. Oh non, non, moi, c'est ce que j'ai compris. c'est le petit-fils de Roménie qui a été tué, qui était un des papabilés. Non. D'accord. Bon, Celui qui a été tué, il n'est pas encore mort. Je demande il a à- la tête, oui. il a un pointillé autour du cou, c'est vrai, et il est en Un sursis. pointillé autour du cou. Ben oui, parce qu'il Je va connais être pas cette décapité. expression. Parce que les Israéliens, les Ah oui. Américains Bon. s'occupent à décapiter tout ce qui appartient au Wouzou de la République islamique. Bon. Donc, il a une espérance de vie qui est assez réduite. Bon, Mais la n'empêche marine- qu'il a été élu. La Il est marine- pire que son père. Oui, bon.
la marine iranienne a été touchée. Les États-Unis ont au total frappé plus de 1250 cibles dans les premières 48 heures du conflit. L'armée américaine a affirmé que la marine iranienne avait perdu tous ses navires dans le golfe d'Oman. 11 navires. Oui, en 3 jours. Des marines de surface, après ils ont des petits bateaux qui vont très vite, ils en ont beaucoup. Mais le bâtiment de surface d'une taille un petit peu importante, plus la sous-marinade, il n'y en a plus. Et la priorité, la libération des Hormuz, c'est la priorité des Américains, donc ils allaient taper la marine tout de suite. Donc c'est normal. Il y a quand même 3000 navires qui sont coincés. Hein. Bon, je voudrais qu'on parle de l'Espagne, parce que ça nous intéresse beaucoup, l'Espagne. Il y a une sorte d'embargo, parce que l'Espagne a refusé d'être alliée aux États-Unis. Pedro Sánchez est sans doute le pire des premiers ministres européens. Il est à gauche, voire à l'extrême gauche. Et non, vous souriez. Non, oui. Le pire, oui. Le pire. Il est relativement mal élu. Un des pires. Alors, je voudrais que nous voyions le sujet, parce que ça nous intéresse, parce que l'Espagne, c'est... Comment dire, le tournant politique de l'Espagne est très surprenant pour ceux qui connaissent l'Espagne. Voilà un pays qui était catholique, avec des traditions et comment dire, très anciennes, très conservatrices, et qui est en train de virer à l'extrême gauche. Pour une partie d'entre elles. C'était un des champions du wokisme en Europe, l'Espagne. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je dis la trajectoire de l'Espagne. Et la trajectoire de l'Espagne est assez étonnante. Et regardez ce qui s'est passé au Tour d'Espagne au cyclisme. Toutes les étapes étaient mais regardez perturbées aussi par à l'Eurovision. Il s'était retiré parce qu'Israël participait. Et c'est pour ça que Pedro Sánchez prend cette décision. J'entends ça, mais c'est pour ça que je fais ce parallèle avec cette Espagne catholique, qui était même Oui. Oui, mais c'est tellement marquant, si vous voulez, mais ça a quand même un certain temps, cette inclinaison de l'Espagne à faire des réformes sociétales qui payent ainsi la gauche. Parce que dans le même temps, l'Espagne s'est totalement alignée sur les positions européennes, sur pas mal de choses. Et donc, ils ont préféré déterrer Franco, si vous voulez, pour l'expulser de sa tombe mirobolante à la vallée de Los Caídos, plutôt que de défendre les classes populaires avec une politique sociale. En conséquence de quoi, ils ont créé, avec ces réformes wokistes à mort, une réaction à droite. Et l'Espagne est le seul pays européen qui n'avait pas de mouvement de droite nationaliste et qui se retrouve avec Vox, un parti qui est anti-féministe, anti-immigration, qui prospère, notamment dans le Sud. C'est pas la même chose d'anti-immigration et anti-féministe, si vous me permettez. Non, mais sauf que c'est le programme. Oui. Et il n'y avait pas ça. Bon. Un mot du général Clermont, et après on va voir... Le Premier ministre a déjà tenu tête à Trump en juin 2025, quand il y a eu le sommet des 75 ans de l'OTAN, et que Trump a dit à tout le monde, maintenant c'est 5% du produit intérieur brut. Tout le monde a dit oui, y compris la France d'ailleurs, pour la défense. Et l'Espagne a dit non. À ce moment-là, il est rentré dans la liste noire ou rouge de Donald Trump, et il n'en sortira plus jamais. Bon, j'ai un informateur qui nous suit régulièrement et qui peut-être est bien informé et qui me fait une remarque assez... intéressante. Il me dit attention, quand on laisse filtrer des informations de ce genre, il parle du Financial Times, c'est soit pour occulter les bonnes, soit parce qu'elles ne sont plus utiles, soit parce qu'elles sont fausses. Ah mais c'est pour ça, c'est une légende. On ne connaîtra l'histoire de la guerre que quand elle sera terminée et que même quand tous les protagonistes seront morts, je pense. Enfin, et là, vous saurez vraiment comment c'est passé. L'ayatollah est mort quand même, excusez-moi, ce qui paraissait un truc incroyable. Donc je veux bien qu'il y ait une légende autour. Mais enfin, voyons l'Espagne, pas de guerre. L'Espagne qui refuse son aide aux USA. Quand je dis voyez, évidemment, je ne pense pas, et qu'ils m'en pardonnent, aux auditeurs d'Europe 1 qui sont encore avec nous jusqu'à 10h, que je salue. Évidemment, ces auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui écoutent avec intérêt notre émission. Donc, voyez pour ceux qui sont devant leur télévision, écoutez pour ceux qui sont devant leur radio ce sujet sur l'Espagne. Le gouvernement espagnol ne participera pas à la guerre en Iran. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Pedro Sánchez, qui condamne les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Il est possible d'être contre un régime haineux comme l'est l'ensemble de la société espagnole à l'égard du régime iranien, tout en étant contre une intervention militaire injustifiée et dangereuse qui enfreint le droit international. Madrid refuse d'autoriser les États-Unis à utiliser ces 2 bases militaires situées dans le sud du pays pour attaquer l'Iran.
Les États-Unis opèrent sur ces bases dans le cadre d'un accord d'utilisation conjointe, mais sous souveraineté espagnole. Les bases de Morón et de Rota n'ont apporté aucune aide, absolument aucune, à cette action, à ces attaques qui sont menées en ce moment. Cette position tranche avec celle affichée par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont annoncé dimanche être prêts à des actions défensives pour détruire les capacités militaires iraniennes. 15 avions ravitailleurs américains ont donc quitté le sud de l'Espagne pour être déplacés vers d'autres bases, notamment en Allemagne. Mais ce refus ne passe pas. Donald Trump a menacé de cesser tout commerce avec l'Espagne, officiellement en raison des dépenses militaires de ce pays qu'il juge insuffisantes. Je fais juste une petite parenthèse avant de revenir à ce que disait Donald Trump sur l'Espagne, parce que le colonel Rafovitch est avec nous, il est le porte-parole de Tsahal, et il a une information à nous donner, puisqu'il y a des combats au-dessus de Téhéran, je crois. Bonjour, monsieur Rafovitch, vous êtes avec nous, vous vouliez nous donner une information sur ce qui se passe ces dernières minutes dans le ciel iranien. Bonjour et merci de m'avoir dans votre émission. Ce matin, pour la première fois dans l'histoire, un F-35I a abattu un avion de combat iranien de type Yak-130. Et les combats aériens ont eu lieu aujourd'hui, mais un combat en tout cas a eu lieu aujourd'hui. Et les frappes continuent contre les cibles du régime des ayatollahs à Téhéran, et des détails ultérieurs seront transmis par Tsahal. C'est une information évidemment importante, puisque vous dites que c'est la première fois que l'armée israélienne abat un avion iranien au-dessus de Téhéran. C'est ce que vous me dites. C'est la première fois qu'un type d'avion de type F-35I, qui est un avion furtif de 5e génération, abat un avion iranien dans le ciel de Téhéran. Écoutez, merci beaucoup de cette information. Et puis, d'ici la fin de l'émission, on pourra refaire un point, pourquoi pas avec vous, sur la situation militaire. Vous vouliez dire un mot, mon général? C'est très bien, mais ce n'est pas un exploit. Un F-35 qui abat un Yak-130, qui est la version qui est un avion d'entraînement, c'est comme un Rafale qui abat un Alpha Jet. Il n'y a plus d'aviation iranienne. C'est une aviation américaine qui n'a jamais été rénovée. C'est une aviation soviétique de vieux avions. Ils ont plus d'aviation. Donc c'est un combat symbolique qui montre que le ciel commence à être conquis par. Le plus important, c'est que le ciel est totalement conquis par les Israéliens. Il n'y a plus de navires, me disiez-vous. Il n'y a plus d'aviation, il n'y a plus de défense aérienne, il n'y a plus de navires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la maîtrise totale du ciel. À partir du ciel, ils vont pouvoir faire ce qu'ils peuvent. Ça ne résout pas le problème des troupes au sol, on est bien d'accord. Mais ils auront la maîtrise totale du ciel. Mais on s'en fiche. Non, on ne s'en fiche pas du tout. On ne s'en fiche pas du tout. Non, on ne s'en fiche pas du tout. J'aimerais expliquer à Vincent pourquoi on ne s'explique pas du tout. Expliquez-le. Si on n'a pas le contrôle du ciel, on n'a pas la liberté au sol. Que ce soit des résistants, des manifestants, des forces spéciales, il faut la liberté d'action au sol. Mais à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est que les Iraniens tirent des drones et qu'ils peuvent foutre le feu à l'ambassade américaine à Riyad, en 4 jours, on ne va pas tout faire en même temps. Au siège de la CIA, au consulat à Erbil. En 4 jours, on ne va pas tout faire en même temps. Le fait d'avoir la supériorité aérienne permettra d'accélérer la cadence des opérations. Mais les talibans n'avaient pas d'aviation non plus. Et les drones. Vous avez entendu le carillon, et pardonnez-moi, je suis obligé de vous interrompre, mais l'excellent Thomas, il est là.